Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis, comme chaque vendredi, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, après avoir passé une semaine un petit peu moins morose que celle précédente. En effet, j'ai ressorti le vélo et repris tranquillement mes activités pédestres. Alors le vélo, il a été enchaîné avec de la course à pied. C'est ce qu'on appelle un duathlon, ce que j'ai fait dimanche dernier pour repartir tranquillement de l'avant. Ce mal de dos qui était lancinant depuis quelques semaines et qui m'avait un petit peu coupé tout plaisir donc en course. Aujourd'hui, il me laisse un petit peu tranquille et je vais avancer pas à pas, tranquillement, pour un retour progressif à la normale. Entraînement croisé, sport porté, ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai peut-être parce que ça peut me permettre de ne pas trop solliciter les jambes, même si en courant, et un kiné de renom me l'a dit, la course à pied, c'est quand même de courir. Donc, j'espère repartir de bon pied et puis pouvoir lancer concrètement ma saison avec des échéances que j'avais déjà évoquées. Ce sera sur 10 km et semi-marathon. Même si pour l'instant, je n'ai rien coché au calendrier. Il y a juste cette petite course-là, les Foulées du Gois, le 18 juin prochain. C'est pour l'instant la seule course que j'ai cochée sur mon calendrier, mais d'autres viendront sans doute se greffer dans les semaines à venir. Alors, passons sans plus attendre à la présentation de mes deux invités du jour, à la fois complices dans leurs activités sportives qu'à la vie, puisque ils ne se quittent pas depuis leur rencontre au Japon il y a quelques années. Constance et Guillaume sont des adeptes des challenges. Challenge à la fois en course à pied, mais aussi en vélo. Sous le nom de Kokogi Challenge, c'est leur page Instagram, vous retrouverez leurs différentes aventures. Alors, il y a du bike packing. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez découvrir cette activité. En passant par le Endless Project pour Guillaume, mais également la RAF, la Race Across France, qu'il a réalisé donc en juillet dernier. Vous allez découvrir ce couple de sportifs qui au quotidien se donnent des défis à surmonter, à réaliser, avec bien souvent un côté caritatif et humanitaire. Ce fut le cas lorsqu'ils ont décidé, un beau matin, de parcourir la distance entre Toulouse et Carcassonne. Et dernièrement, il y a quelques jours de cela maintenant, une distance couverte entre Paris et Orléans en vélo. Alors, moi je vous laisse en compagnie de ce couple d'aventuriers, Constance et Guillaume, alias Kokogi Challenge, sur les réseaux pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle écoute à vous. Bonjour Constance, bonjour Guillaume, merci d'être les invités du podcast aujourd'hui. Alors, tels des oiseaux migrateurs, vous allez nous dire à quel endroit vous vous situez parce que vous n'êtes pas des sédentaires et adeptes également de challenges sportifs. C'est un peu le pourquoi de l'épisode aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on va pouvoir aborder ces différents défis, différents challenges que vous menez au quotidien. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir sur ce ce premier podcast en duo pour le coup. De mon côté, je m'appelle Constance Koudlanski, toute jeune lancée dans le sport depuis 2-3 ans. Et puis actuellement, on se trouve à Lens-en-Vercors, en plein milieu des montagnes où on s'entraîne la plupart du temps pour nos objectifs de ski. Et du coup, je m'appelle Guillaume de Lustrac. Donc voilà, comme disait Constance, on est en ce moment dans le Vercors et comme tu le disais en intro, Sébastien, on passe notre temps entre Lens et Valence, en tout cas pour le moment, en fonction des saisons, du coup, d'où la métaphore avec les oiseaux migrateurs. Et en fait, ça nous permet de pouvoir bénéficier donc des bonnes conditions pour faire du ski de fond l'hiver. Un petit peu de biathlon quand on peut et de pouvoir après avoir les conditions superbes pour le vélo, la course à pied, éventuellement nager dans la mer pour tout ce qui est triathlon, ultracyclisme, course à pied et tous nos autres défis, quoi. Alors ça offre un côté un petit peu vacances, mais vous avez quand même une activité professionnelle. Quels sont justement ces métiers que vous réalisez en parallèle de ces activités à la montagne et en bord de mer? Vous alternez 3 mois par-ci, 3 mois par-là?
Ouais, en fait, quand on est sorti du Covid, on s'est dit que du coup, on avait passé la fin du Covid ici au chalet, et on s'est dit que voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait absolument pouvoir avoir la liberté de choisir, donc où on voulait travailler, et donc du coup, on s'est dit bon, il faut qu'on passe freelance, parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir la liberté en gestion de temps et aussi en où est-ce qu'on veut travailler le géographique. Et du coup, on s'est tous les deux lancés en tant que freelance. Et après, moi, une entreprise m'a recruté en me laissant pouvoir travailler à distance. Donc aujourd'hui, moi, je suis consultant carbone. Donc je fais des bilans carbone. Voilà, si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont intéressées, ça s'appelle Axio, A-K-T-I-O. Ou Sébastien, si tu veux faire ton bilan carbone un jour, n'hésite pas. Bah écoute, je sais où m'adresser maintenant, donc voilà. ça peut être intéressant. Et pour ma part, donc moi, je me suis lancée en tant que freelance, en tant que social media manager. Tout ce qui est animation de réseau, création de contenu, ce qui se rapprochait au plus en fait de notre passion actuellement, qui est donc de vivre d'aventure et de sport. Ce qui nous permet un petit peu de mettre un pied dans ce milieu qui est de vivre de nos aventures en fait. Voilà, c'est tout frais. Je me lance tout juste, donc je suis encore en pleine formation, mais ce n'est que du bon qui est en train d'arriver. En plus, au vu de tous nos objectifs, ça va pouvoir un peu nous permettre de faire des parallèles entre les deux. Alors, tu le disais, Constance, c'est une jeune sportive que tu es. Est-ce que c'est ta rencontre avec Guillaume qui a impulsé cette envie de faire du sport et de réaliser ces challenges? Comment vous êtes venus respectivement à cette pratique du sport et qu'est-ce que vous faites comme sport avant qu'on évoque justement vos différents défis? Alors pour ma part, avant de rencontrer Guillaume, je faisais, on va dire, du petit travail quotidien, un petit peu de course à pied histoire de s'entretenir, un petit peu de renforcement, etc. Et depuis ma rencontre avec Guy au Japon, je me suis rendu compte que c'était un garçon qui était très sportif et donc il y avait tout un univers qui gravitait autour. Et il a réussi et il a su surtout me passer cette passion pour le sport. Et donc graduellement, on a commencé un petit peu, enfin j'ai commencé à me mettre à des 10 kilomètres. Et puis ensuite c'était un petit peu de trail et un petit peu de vélo. Et puis l'année dernière, j'ai poussé le tout en faisant mon premier triathlon S. Donc on a réussi à lier sa passion principale qui est le sport avec notre passion commune à la base qui est l'aventure, puisqu'on est tous les deux des fans de voyage et de bikepacking ouais, c'est ça. Et aujourd'hui on vit pleinement de ce type d'aventure. Ouais, donc du coup, moi de mon côté, j'étais plus, je fais de la natation, on va dire moyen haut niveau. Je m'entraîne une quinzaine d'heures par semaine au lycée et après donc parcours un peu classique, on va dire prépa école de commerce. Donc là, mes heures d'entraînement c'était 0. Et après voilà, je m'étais mis un petit peu à la course à pied. Je faisais des 10 kilomètres, des trucs comme ça. Je voyais que ça marchait pas trop mal sur mes premiers 10 kilomètres. Je passais sous les 40 minutes et tout le monde me disait oh trop bien, trop bien. Je m'en rendais pas trop compte. Et du coup, j'ai continué un petit peu, mais sans m'y attacher trop. Et j'ai mon frère qui se mettait au triathlon et en même temps un ami qui m'a proposé de faire l'Ambraman. Et voilà, tout comme mon premier marathon en école de commerce à l'époque. En fait, je pense, il y a vraiment le moins on réfléchit à ce sur quoi on s'inscrit. Et au final, le mieux c'est parce que on se rend pas compte que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment peut-être un peu fou, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé sur l'Ambraman, alors qu'on n'avait pas fait tous les deux, on n'avait pas fait un triathlon avant avec cet ami. Et je pense que c'est un peu la philosophie qui du coup nous anime aussi aujourd'hui. La Race Across France, pareil, hein, ça fait que 3 ans du coup que je fais du vélo. On s'est mis aux 2500 km. Je m'étais inscrit à ça. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelques annonces là pendant ce podcast. Mais Constance a pour objectif là l'an prochain de faire un Ironman. Ouais. Donc comme elle disait, elle a fait un triathlon S avant.
je pense qu'il y a 2-3 personnes qui font du triathlon, on se dirait non mais elle fait un triathlon S et là elle passe à un Ironman. Voilà, je pense que un peu notre slogan, c'est ils savaient pas que c'était possible, donc ils l'ont fait. Mark Twain, si tu nous écoutes. Voilà, ça fait. Là, on prépare un objectif ensemble qui est la Desertus Bicus, dont on parlera peut-être un peu après, mais c'est quand même une course d'ultra de 1100 km. 1250 km. 1250. Constance, ça fait peut-être un an et demi qu'elle fait du vélo, quoi. Et en bikepacking, qui n'est quand même pas la même chose. Donc voilà, ouais, voilà, et on réfléchit pas trop en s'inscrivant, et puis après on fait ce qu'il faut pour essayer de terminer, quoi. C'est plus ça en ce moment. Votre rencontre au Japon, vous étiez tous les deux dans des voyages, dans des projets perso. Est-ce que c'était en vélo ou est-ce que non, c'était là pour peut-être des études ou des voyages individuels? C'est ça. Pour ma part, j'étais en road trip, dans différentes villes du Japon pour retrouver l'un de mes amis avec qui je vivais en Irlande quand j'étais fille au pair. Et Guillaume, lui, était en échange d'école, c'est ça? Ouais. De 6 mois, il me semble, à Tokyo. Ouais, j'étais en échange et puis en fait on s'est vu dans un bar et voilà, ça a plutôt bien marché. Au début on pensait l'un et l'autre que vu qu'on avait peut-être pas énormément d'accent en anglais, on n'avait pas le gros accent français que certaines personnes peuvent avoir, et du coup on s'est tous les deux dit l'un l'autre que l'autre était canadien. J'ai d'ailleurs eu cette réaction où quand elle m'a dit qu'elle était française, j'ai fait oh non, pas une française, parce que je me disais je suis à l'autre bout du monde et je rencontre une française. Et elle m'a dit putain, c'est qui cet enfoiré là qui me prend de haut. Et en fait il me restait 2 mois d'échange à faire, et du coup on s'est dit bon voilà, enfin ça s'est bien passé. On reprend nos vies pendant 2 mois et après on verra en France. Et Constance, au bout de 10 jours, a dit je suis en train de reprendre des billets pour revenir au Japon. Et là je me suis dit waouh, ok, écoute, autant que plutôt que tu reviennes au Japon, qu'on se retrouve à mi-chemin. Donc on a fait une semaine au Sri Lanka. Alors à l'époque, on n'était pas extrêmement sensibilisés aux enjeux du développement durable. Aujourd'hui, on le referait pas. Et parce que là, l'impact carbone, un billet 10 jours après être revenu du Japon, là, la société Actio, elle ne validerait pas ce bilan carbone, Constance. Absolument. C'est le cœur qui a parlé à cette époque. Et du coup, on a fait 10 jours au Sri Lanka, ça s'est super bien passé. Et voilà, après, quand on est revenu en France, voilà, depuis, on est ensemble encore à ce jour. Alors, comment vous avez vécu le confinement, vous, les globetrotters, de rester à la maison, sans bouger, sans voyager? Ça a été facile, ou ça vous a permis peut-être de réfléchir à tous ces projets que vous vouliez faire à l'issue de ce pseudo-enfermement? Je pense à tous ces projets, c'est quand même assez récent. Le compte Instagram, on l'a lancé vraiment pour Endless Project, donc en avril de l'an dernier, en avril de 2021, parce que à l'époque on n'avait pas de compte Instagram, et il nous fallait absolument un compte Instagram pour ce projet, pour un peu relayer aussi, vu que c'était une invitation pour pouvoir relayer ce projet. Pendant le confinement, on pensait qu'on allait péter un câble, et au final on l'a bien vécu passé. Et on a pu faire avec toute la famille, on a fait un 72 heures challenge. Donc Constance était venue avec ma famille, donc mes frères, mes parents et puis ma sœur font tous du sport, et en fait pendant 72 heures on se relayait, on faisait chacun un créneau de 1 heure, et on a pédalé non-stop pendant 72 heures sur Home Trainer pour lever des fonds pour du coup le personnel soignant des hôpitaux à côté de chez nous. Donc voilà, on aime bien aussi pouvoir avoir un impact positif. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a nos métiers à côté, parce que je pense que si jamais on vivrait que de sport, faudrait que ça ait un impact positif. Alors c'est pas forcément impossible, mais on n'a pas encore trouvé le business model. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on se dit que voilà, si c'est juste faire du sport pour nous-mêmes, il y a peut-être un petit côté égoïste, et on aimerait bien que ça puisse avoir un impact positif. Pour nous, c'est quelque chose d'important, quoi. Quel a été l'impact justement de ce 72 heures, de ce défi pour les soignants? Ils vous ont fait des retours? Vous aviez déjà ciblé peut-être un hôpital ou un organisme qui était à proximité de votre domicile? Ouais, c'est ça. C'était pour les hôpitaux des Yvelines. Et donc, on a eu pas mal de retours positifs de leur part. On a levé plusieurs milliers d'euros.
Et donc du coup, non, on était vraiment super contents. C'est quelque chose qu'on a refait du coup derrière, de faire un événement sportif avec Cagnotte quand on a fait les 100 km du coup en courant de Carcassonne jusqu'à Toulouse. Et je pense que c'est quelque chose qu'on reproduira probablement à l'avenir, vu qu'on voit que ça marche quand même pas mal à chaque fois et que du coup on a cet impact positif. Ce sens, ouais. Très important. De donner du sens, ça c'est le cœur de vos challenges, de vos projets. Là, c'était pour une association qui s'appelle À chacun son Everest. Comment vous en êtes amené à dire je vais parcourir 100 km entre Carcassonne et Toulouse? Vous vous levez un matin et vous vous dites voilà, je sais pas quoi faire, donc je vais aller jusqu'à Toulouse ou jusqu'à Carcassonne. Il y a 100 km et en avant. Alors en fait, après la Race Across France, apparemment c'est un truc qui arrive assez rapidement, mais on a réussi un beau défi et on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire encore plus. Et du coup, je suis heureux de pouvoir l'annoncer sur ce podcast parce que pour l'instant, il y a que certaines personnes de notre cercle privé qui le savent. Mais je vise en avril de faire un triple Ironman, donc d'affilée, en traversant justement la France d'est en ouest. Donc en gros, ce serait 3 fois la partie natation, donc traverser le lac d'Annecy. Et ensuite, le parcours est pas totalement établi, mais probablement du coup donc 3 fois 180 km à vélo, donc 540 si mes calculs sont bons, de vélo de Annecy jusqu'à environ Périgueux, et ensuite course à pied, donc 126 km de Périgueux jusqu'à Bordeaux ou la côte atlantique. Donc en gros on aura une traversée d'est en ouest. C'est pour ça que quand tu disais en introduction la traversée en swimrun, ça m'intéresse pas mal, je pense que je prendrai contact. Et du coup pour préparer ça, je me suis dit bon, si je veux pouvoir faire ça, il faut quand même avoir la caisse en course à pied. Et donc, j'ai envie de faire un 100 km d'abord pour voir si jamais j'ai les jambes pour. Et le mental. Aussi. Et du coup, voilà, je le faisais avec une petite idée derrière la tête en me disant, voilà, si ça le fait, il y aura probablement plus long derrière. Donc, c'était un peu ça la raison. Et après, on a juste trouvé 2 villes chouettes pour avoir un truc symbolique et pour avoir un parcours sympa. Et donc du coup on a fait ce petit trajet de Carcassonne à Toulouse avec Constance qui accompagnait à vélo, grâce à un de nos partenaires, la Maison du Vélo à Toulouse. Donc voilà, un beau projet à 2. Et ça c'est votre on va dire particularité, c'est que tous les projets que vous menez, ils se font principalement à 2 avec soit un relais qui est passé, soit toi Constance qui accompagne Guillaume en vélo. C'est voilà ce partage que vous souhaitez justement mettre en avant. Ouais, on essaye de les faire à 2. On essaye et parfois c'est Constance qui va être en support. Parfois, je pense sur son Ironman cette année, ça sera probablement moi. Donc ça me changera des participations. Donc voilà, non, on aime bien pouvoir être là l'un pour l'autre et on voit que c'est une énorme force. C'est un gros travail de prépa aussi en amont qu'on vit à 2, qui demande beaucoup d'investissement des deux côtés en fait, et que l'un ou l'autre soit présent sur l'épreuve sportive, c'est un peu la concrétisation de tous ces mois de travail, et puis c'est ce bonheur de le partager avec l'autre en fait. Ça avait commencé on continue à progresser, hein, mais ça avait commencé sur le Frenchman en fait qu'on devait faire en 2020. Donc l'année après l'Ambraman, je m'étais dit il faut que je refasse un Ironman. Et en fait c'était l'année où justement le Covid arrivait, je crois, ou c'était l'entre-deux Covid. Et donc il avait été annulé. Et vu qu'on s'était quand même pas mal entraîné, je me suis dit non, j'avais vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient fait l'Ambraman en off. Et donc j'avais dit on va faire le Frenchman en off. On était une vingtaine à le faire. Est-ce que tu peux, Guillaume, rappeler ce qu'est le Frenchman pour les auditeurs? Eh ben c'est un Ironman, enfin c'est un triathlon de distance Ironman, donc 3 km 8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Et lui, à la différence de l'Ambraman, où sur l'Ambraman il y a 3008 je crois de dénivelé sur le vélo et 400 sur la course à pied. Lui, je crois que leur slogan c'est Flat Fast French. Il y a vraiment le dénivelé minimal. Et là, alors à l'époque, pareil, vu que je me mettais à peine au vélo, j'avais pas de prolongateur, j'étais sur un vieux vélo, etc. Mais normalement, t'es la tête dans les prolongateurs et tu traces pendant 180 km parce que c'est plat, quoi.
Et du coup, vu qu'on l'avait fait en off, c'était Constance qui s'occupait un peu de toute la partie logistique, etc. Les transitions. Et voilà, vu que on en était un peu à nos débuts de l'organisation sur ça, on avait eu peut-être un petit raté sur certaines transitions où j'avais failli partir pieds nus parce que du coup il y avait pas mes chaussures qui étaient là. Enfin voilà, on continue à progresser dessus et c'est cool de pouvoir se soutenir en tout cas et de progresser tous les deux sur ça, quoi. Et dans votre progression, vous êtes vraiment tous les deux ou vous avez des personnes qui, derrière, vous encadrent, vous entraînent et vous accompagnent? Parce que, vous le disiez, j'avais jamais fait d'Ironman, je me lance dessus. C'est quand même des projets assez énormes et ça peut paraître fou. Moi qui n'ai jamais fait 100 km en vélo, je vais pas me dire demain je vais traverser la France. Il y a ce petit côté folie, mais est-ce que vous avez quand même quelqu'un qui derrière vous suit, vous prépare pour ces épreuves? Ou est-ce que vous êtes des autodidactes? Pour l'instant, au début, on pensait, au début, on faisait vraiment de manière chaotique. On le faisait à notre sauce. Voilà, sur les plans d'entraînement sur marathon ou sur le 100 km. Je faisais Google, trouver plan d'entraînement 100 km ou marathon. Je prenais un qui me paraissait pas trop mal. Voilà, sur la partie vélo, j'avais zéro, on va dire, entraînement structuré. Et donc, avec Constance, qui aussi se lançait cette année sur des gros trucs, on s'est dit, non, si on veut faire les choses bien, si on veut pouvoir un peu creuser ce potentiel-là, il faut quand même qu'on soit encadré. Et du coup, pareil, annonce là parce que ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'on commence tout juste. On travaille actuellement avec Michael, qui est devenu notre coach, qui entraîne plusieurs personnes. À la base, c'est un entraîneur de tri, mais il se diversifie aussi bien dans ce qui est marathon ou trail ou ultracyclisme ou n'importe quel sport foncier. Et donc voilà, depuis 3 semaines, ça devient notre coach pour nos différents objectifs de cette année, et dont le premier objectif qu'on aura dimanche, qui est la transjurassienne. C'est lui qui nous a fait notre dernier mois d'entraînement pour qu'on puisse appréhender la course de la meilleure des manières. Voilà, et ça c'est un vrai avantage, je pense. On l'a vu dès le début, quoi. Hein, donc si certaines personnes sont intéressées, ça s'appelle Fit Tri Perf. Ouais. C'est Michael Lecuivre et on voit qu'il est vraiment sur ça. Par exemple, nous le ski de fond, on prend nos skis, on s'entraîne 1 heure ou 2 heures, on se dit tiens on va se faire cette montée ou cette piste là. Et là aujourd'hui on a un vrai plan encadré, structuré. On a vu sur la foulée blanche qu'on a fait il y a quelques semaines déjà des progrès, et là sur la Transju on espère pouvoir le voir aussi. Et après, je pense qu'à mon avis, sur l'ultra, ça va être le jour et la nuit parce que lui, il a déjà de l'expérience aussi de coaching sur l'ultra. Et pour nous, c'était quelque chose qui était assez important et surtout très rare. C'est vrai que l'ultracyclisme, ça se développe, c'est assez récent. Et donc là, d'avoir Mika, c'est vraiment quelque chose de top, quoi. Alors, sur ce travail foncier d'hiver, donc dans vos montagnes et dans le Vercors où vous êtes, qu'est-ce que vous trouvez comme avantage sur les skis qui peut se transposer derrière sur l'ultracyclisme ou vos épreuves en course à pied longue distance? Je pense que il y a 2 choses. Il y a le fait que le ski de fond, ça nous permet quand même ça fait du foncier, du cardio, etc. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et ça nous permet aussi de nous diversifier et de pas faire 12 mois sur l'année où on va faire que du vélo et de la course à pied. Là, la moitié du temps, il y a une seule route sur laquelle on peut courir. Dans le Vercors, là où on est, et donc du coup on va beaucoup plus faire du ski de fond. Là je pense que ça fait tout le mois de janvier, on a peut-être dû faire 1 ou 2 courses, mais vraiment pas plus en entraînement. Et par contre on a le home trainer pour continuer à s'entraîner aussi à côté à vélo, et donc du coup moi je vois majoritairement ça, on va dire le côté diversité pour continuer à avoir quelque chose pour alterner. Alterner nos efforts. Et après, air pur du Vercors, l'eau du robinet qui est excellente, tout ça. La beauté des paysages, la mentalité du coin, c'est un réel plaisir. Et puis ici, on est aussi encadré avec nos amis, ils font partie du team Vercors Isère. Donc, par exemple, sur la foulée blanche, sur le top 10, je pense qu'il y en a 7 ou 8 qui font partie du top 10.
Voilà, c'est quand même des gars et des filles super sportifs, super inspirants aussi dans leur mentalité. Voilà, c'est des champions quoi. Donc du coup, ils sont vraiment inspirants. Et puis après à un autre niveau, voilà, c'est aussi à terre d'Emilien Jacquelin, de Marie-Dora Habert, de Fourcade aussi un peu avant. Donc du coup, voilà, on va dire qu'il y a vraiment, on baigne dans ce milieu-là. Et en ultracyclisme, Laurent Boursette, des Christophe Antonov aussi. Enfin, voilà, c'est pas ça qui manque, on va dire, en termes de niveau. Et donc du coup, on sent qu'il y a cette émulation-là. Et n'importe quand on veut faire du sport, bah voilà, t'as toujours des personnes autour qui sont super motivées. Et donc ça, c'est vraiment un super cadre, quoi. Au-delà de cette motivation, vous arrivez sur la pointe des pieds dans ce milieu de l'ultra-distance. Est-ce que ça vous a apporté quelques craintes ou est-ce que, justement, les personnes qui entourent et qui participent à ces épreuves-là vous ont rapidement mis à l'aise en vous conseillant, en vous aiguillant? Comment ça s'est fait? Parce que on ne passe pas d'un 10 km, Guillaume, à 100 km ou à 50 km en vélo à la Race Cross France qui est, je pense, aux alentours de 2500-2600 km. Ouais, non. Et puis, quand je m'y suis mis l'an dernier, donc j'avais vraiment juste une seule amie sur ce, si certains veulent la suivre, Outside Caroline sur Instagram, qui vient de finir la race around Rwanda en gravel, et qui du coup m'avait dit ouais t'inquiète, la race Cross France 2005 tu peux la faire, à mon avis ça passe et tout. Donc je m'étais dit bon bah allez voilà, on va se lancer. Et j'avais vraiment aucune idée quoi. Les sacoches, même prolongateurs, manger, dormir, etc. Je connaissais rien du tout. Et du coup, pareil quoi, à Grenoble, dans le Vercors, il y a des personnes qui m'ont ajouté sur un groupe WhatsApp et sur lequel il y avait d'autres personnes qui en faisaient. On s'est fait 2-3 sessions Zoom. Il y avait 2-3 personnes, dont Christophe du coup que je remercie du fond du cœur, qui m'a accompagné sur toutes mes questions, et pareil aussi Thierry et Thibaut Morgando qui sont vraiment de super champions et qui eux avaient pas mal d'expérience. Et donc là, franchement, c'est là où j'ai redécouvert un sport autre que le triathlon, parce que je trouve qu'en ultracyclisme, il y a vraiment un accent qui est mis sur aider les autres, quoi. Les groupes Facebook, c'est tout sur s'aider autant que possible. Dès qu'il y en a un qui trouve une nouveauté, qui va découvrir quelque chose, ça va être le mettre en avant pour essayer de le faire partager aux autres. Et moi, ça, je trouve ça incroyable. Et du coup, après, Constance l'a peut-être vécu différemment. Je sais pas comment toi tu as vécu le début mettre le pied à l'étrier en ultra, et comment est-ce que tu t'y passes, comment est-ce que tu... Moi, c'est venu l'année dernière quand on a fait le long voyage de l'Espagne, donc de Valence, chez nous, jusqu'à Porto. En fait, on a traversé l'Andalousie, le sud-sud de l'Espagne, etc. C'est pas de l'ultra distance à proprement parler, parce qu'on avait des pauses le soir et on pouvait s'arrêter déjeuner, etc. Mais c'était un effort long et physiquement qui demandait un effort. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à prendre plaisir, en fait, parce que sur ces longues distances, t'alternes le côté... tu vois une diversité de paysages que tu vois pas forcément dans ta petite sortie de 50 km. Tu rencontres de nouvelles personnes, et je pense que c'est ça qui m'a plu en premier lieu. Et puis le fait qu'on puisse aussi partager ce sport ensemble, et qui puisse aujourd'hui nous rapprocher et se lancer sur les deux prochains objectifs de longue distance. Ce bikepacking que tu évoquais tout à l'heure, c'est que vous avez sur votre vélo tout votre nécessaire, à la fois pour le côté vestimentaire, mais également l'équipement pour dormir. Vous n'êtes pas dépendant d'un hôte, ou vous avez tout avec vous. Ça représente combien sur un vélo quand vous partez de Valence jusqu'à Porto? Quel est ce poids qui pèse sur vos sacoches, justement? On n'a jamais pesé les sacoches. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on partait de base pour faire Valence à Grenade, et on voulait faire une semaine de stage, on va dire, à Grenade, parce qu'il y a le Pico Veleta, donc qui est je crois que le plus difficile en distance et en dénivelé col d'Europe. Et du coup, on s'était dit bon on part pour Grenade. Et en fait, en partant, on s'est dit mais à Séville,
c'était au moment de l'Euro. Mais à Séville, il y a Espagne-Suède comme match de foot. Bon, ça peut toujours être marrant. Si ça se trouve, on aura une place et puis on pourra y aller. Et au final, on arrive à Séville, on va pas du tout voir le match de foot. On se dit mais en fait Séville c'est seulement à 150 km de la frontière, ce serait trop bien d'aller au Portugal. Et donc on va au Portugal et après au Portugal on se dit putain mais en fait la côte atlantique, enfin la côte ouest du Portugal est juste à 250 km. Et après mais putain, on n'a jamais fait Lisbonne, ce serait trop. Et puis après Porto, bon il y a un moment où il fallait qu'on revienne donc du coup on a été limité. Mais du coup, on n'avait pas tout ça pour dire qu'on n'avait pas prévu nos deux tentes ou je sais même pas si on avait pris le sac de couchage, je crois même pas. Non. Mais du coup, voilà, on n'avait pas les affaires pour dormir. Et de manière générale, pour l'instant, on s'est pas encore lancé dans le fait d'être 100% autonome sur les équipements pour dormir. Je pense que ça va être le prochain stade et les prochaines expéditions qu'on fera en entraînement, ça sera avec soit juste le sac de couchage ou une petite tente d'appoint. Mais sur ce bikepacking, on réservait des B&B ou des nuits chez les autres pour récupérer correctement. Et je pense que Constance sera contente ce jour-là parce que pour l'instant elle a pas de sacoche et moi j'ai mes sacoches, mais vu que les sacoches elles sont plus petites que elles, c'est les sacoches celles de bikepacking en fait. Voilà, les sacoches de bikepacking elles font peut-être jusqu'à 16 litres pour la sacoche de sel, alors que elle a on va dire les paniers qui sont à l'arrière à côté des roues. Donc c'est elle qui porte tout le poids quoi. Donc toutes les côtes ça peine. Voilà. Il est sympa Guillaume, il te laisse quand même porter tout le contenu. Ouais. On dit que c'est de l'entraînement, voilà, avec handicap, avec le poids derrière. Il n'y a pas de distinction homme-femme ou de favoritisme. Toujours positif, ouais. Et donc, une fois que vous étiez arrivé à Lisbonne, vous êtes rentré comment ? En vélo ou vous avez mis dans un train les vélos et vous êtes rentré tranquillement ? On a pris... Alors, notre point final était Porto, encore un peu plus au nord. On a été voir la demi-finale de foot, je crois que c'était Italie-France, il me semble. Et après ce court passage à Porto, on a mis nos vélos dans un bus et on est rentré de Porto à Valence en bus. De ce que je me souviens. Ouais, on a fait Porto-Madrid en bus et Madrid-Valence en train. Ouais. Alors vous avez cette expérience de la longue distance, mais si on revient Guillaume, toi sur ton premier projet, on va dire sur l'année écoulée, à savoir le Endless Project, est-ce que tu peux nous dire, donc là, projet en course à pied, qu'est-ce que tu attendais, qu'est-ce que tu cherchais et comment tu as été sélectionné justement pour participer à ce projet développé et mis en place par Jonas de la société Sport Testing, qui est passé par le podcast également. Ouais. Du coup, je connaissais Duncan Péria, qui l'an dernier a fait qui a gagné le marathon des championnats de France et qui ensuite a été en équipe de France sur le cross et qui a fait les championnats d'Europe là cette année. Et en fait, parce que j'avais fait une bonne performance sur le Frenchman. Du coup le Frenchman Off, il s'était dit que c'était intéressant d'avoir aussi un profil plus long, plus typé triathlon long, parce que sur les autres c'était, on va dire, majoritairement des coureurs, non, ceci dit, il y avait tout, il y avait des coureurs de cours, il y avait des coureurs de 10 km, de semi, il y avait Thomas Cardin, donc qui fait plus on va dire de l'ultra trail, enfin du trail ou de l'ultra trail. Et du coup voilà, on avait cette diversité de profils. Et c'est ça qui était intéressant, étant donné que c'était une course pour la science, c'était de savoir qui allait pouvoir tenir le plus longtemps en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses capacités et sa fréquence cardiaque au repos. On avait aussi le suivi, le suivi HRV, mais aussi le suivi en glycogène en direct, je crois, si je dis plus de bêtises. Avec le capteur Super Sapiens, peut-être. Ouais, chercher le nom Super Sapiens, ouais, c'est ça. Donc voilà, il y avait pas mal de paramètres super intéressants. Et aujourd'hui, Sport Testing, je crois que c'est Mélissa qui a repris ça, mais qui continue à faire un super boulot dessus et qui accompagne notamment en ce moment des futurs athlètes de la Race Cross France pour qu'ils puissent avoir leurs données avant pour avoir un bon entraînement aussi et ensuite après aussi pour pouvoir progresser quoi. Alors sur ce Endless, tu étais allé jusqu'au bout, c'est-à-dire ça représentait combien de kilomètres pour toi ? Ouais, alors moi c'était 33,33 km.
En fait, le but, c'était de courir du coup le plus longtemps possible à 3,40 au kilomètre, 3 minutes 40 au kilomètre, parce que c'est le temps du record du monde du 100 km. Et donc, voilà, l'objectif, c'était de pouvoir tenir le plus longtemps. Tenu 33 km, et vu que du coup, j'avais un assez bon temps, enfin, on va dire sur 33 km, c'était top, mais je me disais, j'avais pas de chrono de référence sur marathon. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais rajouter ces 9 km, même si je l'ai fait en 5 minutes au kilomètre, bah, ça va quand même me faire un bon temps. Et donc, du coup, je finis en 2h44, qui aujourd'hui est encore ma référence sur marathon, parce que je crois que j'en ai jamais refait depuis, on va dire, en mode chrono, quoi. Donc, voilà, c'était une super expérience. Et est-ce que vous avez eu un apprentissage également sur des capacités mentales à l'issue de ce Endless Project, même si on reviendra sur le mental avec ton aventure au niveau de la Race Across France, là, cette fois-ci en vélo. Mais est-ce que déjà, après ce Endless, tu t'es dit, j'ai passé un cap, il y a quelque chose au niveau mental que j'ai été capable d'aller chercher ou peut-être de découvrir parce que tu l'ignorais ou tu te sous-estimais peut-être par rapport à certaines performances? Ouais, c'était peut-être pas tant un cap mental sur la performance, même si j'étais super content de pouvoir faire ce chrono, ce temps. C'était plus me dire waouh, en fait, parce que je crois que on était, je sais plus, on était 12, je crois, au départ. Quand j'abandonne, il en restait que 3, je crois. Et là, je me dis waouh, en fait, j'ai quand même battu des personnes qui font des super perfs. Sport Testing le dit, hein, j'étais peut-être la plutôt bonne surprise de ce groupe. Et donc je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pas forcément des capacités, mais que voilà, ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Et donc du coup, voilà, là je me suis dit, ok, ça vaut le coup de lancer un compte Instagram, ça vaut le coup d'aller se défier sur d'autres trucs et d'aller voir ce que ça peut donner sur différents sports et puis sur probablement aussi des trucs plus longs, quoi. Alors, est-ce que déjà, quand ce test en course à pied a été réalisé, tu avais l'objectif de la Race Across France ou est-ce que c'est venu après? Non, je l'avais, ouais. Je crois que c'était en décembre ou janvier, je sais plus trop, que je m'étais inscrit. Je me rappelle qu'à l'époque même, j'étais super stressé parce que j'avais l'impression que la France entière voulait faire la Race Across France. Donc du coup, j'avais envoyé des messages à Arnaud Manzanini pour savoir quand allaient être les inscriptions. Le jour même, je m'étais connecté, je m'étais inscrit et au final, bon, pendant plusieurs semaines ou mois, on peut s'inscrire. Donc j'étais un petit peu, j'avais vraiment aucune connaissance du truc donc je l'avais déjà bel et bien en tête, ouais. Et Constance, tu avais validé ce projet de traverser la France quand il t'a dit je veux faire ça. Tu as réagi comment? Tu as dit fonce, vas-y, ou est-ce que tu avais quand même quelques réticences parce que là c'est quand même un gros morceau que de traverser la France en vélo. C'est clair. Non, ma première réaction, j'ai été super contente. Je l'ai poussé dans son choix parce que c'est complètement en adéquation avec sa personnalité et sa recherche de toujours plus de dépasser ses performances. En plus de ça, ça alliait vraiment le côté, il découvre la France et il fait un peu les mythes de l'école mythique, de la France. Après, voilà, ça lui permettait aussi d'apprendre à travailler sur la concentration quand il est en train de faire du vélo, sur les épreuves de fatigue aussi, parce que je pense que c'est ton point le plus faible, c'est le sommeil. Et puis non, pour pouvoir être au plus près et puis comprendre un peu mieux l'univers de l'ultra, j'ai fait la partie bénévole en fait sur les 2500 km. Comme ça, j'ai pu le voir 2-3 fois, il me semble, sur différents checkpoints, m'assurer que tout allait bien et puis redonner un coup de boost si vraiment le moral était en berne. Mais non. C'était une belle expérience autant du côté coureur pour lui et de mon côté en tant que bénévole parce que tu comprends mieux dans quel état d'esprit tu essaies en tout cas de comprendre au mieux les besoins des coureurs à ce moment-là. Alors comment on s'y prépare quand on se dit on a sur le calendrier 2500 km à effectuer, c'est seul, c'est en autonomie totale? Comment on réalise un plan d'entraînement? Là aussi, on tape sur Google, plan Race Across France et on va voir ce qui se passe.
Eh ben, écoute, je te donnerai probablement une réponse différente dans quelques mois après avoir été coaché par Mika. Mais là, en tout cas, pour l'an dernier, c'était à peu près ça. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose non plus sur Google qui te dit comment s'entraîner pour de l'ultra. Donc du coup, j'avais fait un rétro-planning et en gros, j'avais voilà mes échéances avec le nombre de semaines avant. Je m'étais dit, il faut absolument que je fasse des sorties tests. Donc peut-être une ou deux sorties où je fais du coup sur une nuit pour commencer à voir comment ça se passe de rouler de nuit. Mais surtout, je voulais faire une sortie test où je faisais 2 nuits. Donc en fait, je roulais je partais le soir parce que bon, il n'y a pas forcément besoin de partir à 10 heures pour faire 2 nuits. Donc je partais à 20 heures. Ça me faisait une première nuit. Je roulais le lendemain. Ça me faisait une deuxième nuit ensuite et après je finissais à 7 heures du matin parce que voilà, en général, vu que c'était l'été, le soleil il se lève je sais pas 6 heures ou 5h30. Bon bah pendant 1h30, OK, t'as quand même eu le temps de voir. Non, c'était peut-être un petit peu après 7 heures, mais 10 heures peut-être du matin. T'as quand même eu le temps de voir comment ton corps réagit après 2 nuits et surtout l'enchaînement des 2 nuits quoi. Et au final, donc ça, je crois que j'avais fait 2 fois 2 nuits. Et pour moi, c'est, je pense, le conseil que j'aurais à donner à tout le monde, c'est voilà, si c'est plusieurs jours et que vous comptez rouler de nuit, préparez-vous avec minimum une fois 2 nuits de suite. Et après, on va dire faire un entraînement où on fait une nuit, c'est assez simple. Donc là, on peut le faire sur un samedi, dimanche ou sur un vendredi, samedi après le travail, par exemple. C'est pas mal parce qu'on est peut-être fatigué de toute la semaine et donc là, ça permet de bien voir comment notre corps réagit. Donc voilà, il y avait ce premier travail côté gestion de nuit et le deuxième travail ensuite c'était côté kilomètres. Et là franchement, j'avais donc le nombre de semaines. Je me disais le lundi, le mardi, je fais 25 kilomètres, enfin donc en une heure quoi, on va dire. Le jeudi, le vendredi, donc je fais 25 kilomètres aussi, donc par jour. Le mercredi en coupure et après le samedi et le dimanche, j'essaye de mettre je crois qu'au début, j'avais mis 70 et 90 kilomètres et après, je montais progressivement 100 à 150 et voilà, j'enchaînais après 200. J'ai fait une semaine où je faisais, ou 10 jours de suite où c'était le tout début de Coco Guide Challenge où où j'avais fait 100 kilomètres tous les jours pendant 10 jours. Voilà, c'est un petit peu, mais tu vois, j'avais vraiment pas grand chose en termes d'entraînement structuré, quoi. Enfin, rouler 25 kilomètres comme ça, 4 fois par semaine, sans gros objectifs. Heureusement, l'hiver, du coup, on l'avait fait dans le Vercors et j'avais fait, du coup, Zwift, avec un programme FTP. Donc ça, c'est top, tu vois, pour des personnes comme moi qui ont aucune idée de comment s'entraîner. Ben, t'as Zwift, tu t'entraînes avec un programme, ça t'améliore ta FTP et puis tes capacités. Mais sinon, quand on est arrivé à Valence, du coup, en mars, donc 4 mois avant, bah, tout ce que je faisais, c'était prendre mon vélo et puis d'aller rouler 1 heure, 2 heures, mais voilà, sans rien de structuré, quoi. Et mon objectif, en fait, vu que j'avais vu pareil sur le groupe Facebook, je voyais, oui, combien est-ce que vous avez de kilomètres avant, etc. Et les personnes disaient environ 10 000 kilomètres. Et donc, mon objectif, je me disais, wow, 10 000 kilomètres, si jamais j'arrive à faire 10 000 kilomètres en comptant la Race Across France, ce serait énorme. Donc, du coup, j'avais pour objectif de mettre 7 500 kilomètres. Et c'est comme ça que j'avais, du coup, réparti les 25 kilomètres et, qui s'augmentaient progressivement, quoi. Parce que tu aurais très bien pu partir dans ce format Race Across France, et je crois qu'il y a des distances qui sont un petit peu plus réduites, de pas aller vraiment de ce point de départ. Alors, moi, ce que j'avais comme indice, c'était Mandelieu-la-Napoule pour rejoindre le Touquet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça commence à Mandelieu, donc à côté de Cannes. Et donc pour la 2500, ça finit au Touquet. Et donc il y a plusieurs distances. La 300 km, donc qui est la plus petite distance, c'est donc Mandelieu. Ensuite, on fait les gorges du Verdon et le Luberon et on finit en haut du Ventoux, du Mont Ventoux. Ensuite, il y a le 500, donc c'est pareil que le 300, plus on va rajouter la montée du col du Rousset, donc le Vercors Sud, qui est magnifique. Et on arrive dans le Vercors, donc à Saint-Jean-en-Royan. Ensuite, il y a la 1100, c'est sacré morceau parce que donc on traverse le Vercors. Donc on fait le 500 plus, on traverse le Vercors, on continue Alpe d'Huez, Sarrennes, si je dis pas de bêtises, Lautaret, Galibier, Iseran.
j'en oublie probablement parce que il y a tellement de cols de toute façon qu'il y a un moment où il y a Cormet de Roseland et col des Saisies, je crois, je sais même plus parce que il y a un moment où ça s'enchaîne tellement que tu fais même plus attention. Après la 2005, tu traverses Annecy, Mâcon, Mont-Saint-Michel et là tu longes ensuite la Manche, on va dire, pour arriver au Touquet, quoi. Et donc, toi, tu es parti sur le format le plus long. Ça, c'était le défi avec non pas 300, 500 ou 1100, mais directement les 2500 kilomètres. Ouais, bah c'est un petit peu comme pour l'Ironman, quoi. Je m'étais dit quitte à viser, on va dire le truc un peu carré, un peu complet, bon ben voilà, autant le faire. Et du coup, quand ma pote m'avait dit écoute, ouais, tu peux le faire et tout, elle, je pense qu'il y avait une grosse part de bluff dans ce qu'elle disait, mais elle dit oui, t'inquiète, tu peux y aller, pas de souci. Moi, du coup, je lui fais confiance et je lui dis ok, bon je m'inscris. Faudrait que je lui redemande si elle pensait que c'était possible ou pas aujourd'hui. Mais ouais, voilà, c'était comme ça que je me suis lancé sur la 2005. Est-ce que tu avais des doutes quand même avant de partir? Des moments où tu t'es dit, bon, c'est peut-être un peu ambitieux, ça va être difficile, parce qu'il n'y a pas le simple fait de faire du vélo, tu as ton propre équipement avec toi pour te changer, pour te ravitailler, et puis un dénivelé qui n'est pas celui que je peux trouver dans la Beauce, ou celui que tu as pu trouver aux abords de la forêt de Chambord. Ouais. Et alors, j'avais pas forcément de doute. C'était plus, et ça, je pense que l'ultra m'a énormément apporté dessus, de concentration et d'humilité face à l'épreuve. C'est-à-dire que si t'as pas de derrière pète, eh ben t'es fini, quoi. Ou alors il faut que t'ailles trouver un magasin de vélo, etc. Et bon, c'est pas forcément évident. Et donc du coup, en fait, j'étais extrêmement concentré du début à la fin parce que voilà, à tout moment, ta course, elle peut s'arrêter. Et donc, et humilité aussi parce que vu qu'à tout moment ta course peut s'arrêter, ben tu peux pas faire le malin, tu peux pas. Enfin voilà, tu fais le malin quand t'arrives sur la ligne d'arrivée, voilà, tu fais ta petite célébration si tu veux. Mais voilà, j'avais pas forcément de doute, mais j'étais très prudent, très concentré et très humble face à l'ampleur du défi, quoi. Est-ce qu'on se fixe un objectif, comme toute compétition à laquelle on veut prendre part? Là, tu pars pour 2500 km. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à une moyenne horaire, les temps de sommeil, avec peut-être des points de passage en fonction des cols, en fonction des difficultés? Comment tu as planifié cette aventure? Et puis, tu vas nous l'expliquer. Combien de temps elle a duré? Quel a été le rôle de Constance sur les points de ravitaillement, là où elle a pu te retrouver? Comment ça s'est passé, cette véritable aventure à travers la France? Ouais, alors je pense que j'avais plusieurs objectifs en tête. C'est un truc que depuis je reproduis un petit peu et que j'aime bien. Voilà, un premier objectif où je me dis bon bah voilà, tant que je fais ça, je suis content. Et puis ensuite on va dire un super objectif et un ultime objectif. Et là le premier objectif c'était évidemment de finir. Et à partir du moment où je finissais à la Race Across France, waouh, t'as fini une course de 2500 km, c'est incroyable, quoi. C'est trop bien, t'as traversé la France, c'est juste pour moi-même super content. Et ensuite, j'avais une autre course j'avais un autre objectif en me disant, allez, si je mets 9 jours, c'est incroyable parce que ça veut dire que je me suis laissé un jour de marge. Ça veut dire que j'étais entre guillemets large, quoi. Et bon, je me disais, mais là, c'est vraiment pareil pour le chiffre rond, le chiffre carré. Je me disais, moins d'une semaine quand même, ce serait quand même incroyable. Et donc du coup, je suis parti vraiment tranquille à mon allure. J'étais bien et jusqu'à du coup au kilomètre 500. Et en fait, arrivé au kilomètre 500, donc à Saint-Jean-Orient que je connais très bien parce que du coup c'est en plein dans le Vercors, je me dis putain, si je repars là maintenant, je serais deuxième de la course. Et étant donné que, pour moi il y avait quand même, il y a des légendes qui faisaient cette course et tout. Je me disais non mais, voilà, c'est pour rigoler, quoi. Si je fais le deuxième, je prends en capture d'écran le classement et puis je l'envoie aux copains et à la famille en disant regardez, je suis deuxième de la Race Across France, quoi. Donc je pars quand même dormir. Je me dis arrête de faire le con, la route est longue. Je pars du coup dormir parce que c'est une base vie, donc les personnes peuvent dormir là-bas.
sur des lits de camp, et j'arrive pas à dormir du tout, quoi. J'ai cette idée qui me dit, putain, si là tu repars, t'es quand même dans le top 10, t'es deuxième ou quoi. Et c'est l'excitation, hein, c'est 100% de l'excitation. Et au bout d'une heure, je me dis, bon, bah, je repars. Et puis, il y avait aussi un côté un peu stratégique parce que on était pas mal à redouter. Donc, on est arrivé on était 5-6 à arriver en même temps à Saint-Jean-Royan et on redoutait un orage possible du côté de l'Alpe d'Huez. Et donc, je me suis dit, il faut repartir le plus vite possible. Donc, avec un pote à moi, on s'est dit, enfin, un gars que je connaissais d'avant, on s'était dit, on dort 2 heures max, 3 heures max. On va pas se faire une vraie nuit, on se dort 3 heures max. Et comme ça, si on se prend l'orage, là, on se fera une vraie nuit. Donc, dans tous les cas, je savais que j'allais pas dormir longtemps. Et bah voilà, avec l'excitation, j'ai pas réussi trop à dormir. Je reste 1 heure et je repars. Et là, bah voilà, enfin la montée par Choranche jusqu'à Villars, je la connais par cœur. Et bah j'étais jambes de feu, excitation de fou. Je prends la capture d'écran. J'étais je sais plus quoi, 5, 6e ou 7e. Et je me dis non mais t'es 5e de la Race Cross France. Et c'est incroyable. J'envoie plein de captures d'écran. Je fais haha, regardez et tout. Et en fait, le problème, c'est que bah, j'ai un peu joué le top 10 pendant tout le reste de la course. Et donc, du coup, bah, j'avais pas trop le choix. J'étais obligé d'aller à bloc tout le long. Et ça a complètement modifié, on va dire, la physionomie de ma course parce que là où j'étais parti à mon allure, et ben là maintenant, pour tout le reste de la course, je regardais beaucoup plus les classements. J'ai eu pendant, je pense, 2 ou 3 jours de suite une bataille avec Régis Courteil où on avait vraiment la même allure certaines journées. Donc il y avait, je pense il y avait un jour où je m'en rappellerai toute ma vie où je me suis battu toute la journée non-stop, j'écrasais les pédales et le gars il était quand même 2-3 kilomètres devant moi tout le long pendant toute une journée. C'est vraiment voilà, mais c'est le côté que j'aime bien de l'ultra, c'est que pendant une semaine, à chaque moment de ta journée, jour ou nuit, t'es en train de faire la course. Et ça, pour des compétiteurs, c'est quand même quelque chose de vraiment kiffant quand même. Alors, ça doit être difficile quand même de maintenir le corps en alerte sur un plan mental. Tu le disais, Constance, le sommeil, c'est peut-être le point faible de Guillaume. Comment ça se gère? Est-ce qu'il y a des signes? Parce que en course à pied, on peut facilement s'arrêter. En vélo, bah, il s'agit pas de chuter, d'avoir une inattention, peut-être des hallucinations. Est-ce que tu as vécu ce genre de choses où tu as vu peut-être apparaître devant toi des choses un petit peu bizarres, des choses qui ne sont pas dans le commun des mortels? Ouais, donc comme je t'avais dit, je m'étais entraîné du coup pour la gestion de la nuit et j'avais déjà à l'entraînement eu du coup quelques hallucinations. Et donc voilà, je sais aussi que ben j'ai un petit peu l'habitude de rouler en étant très très fatigué. Et j'avais déjà eu cette situation où ben tu descends des cols et où bah tu te réveilles en sursaut un peu. Enfin, je sais pas si si les personnes arriveront à se projeter dessus. Parfois, ça peut arriver malheureusement en voiture ou parfois pendant des cours. Où d'un coup on va se réveiller en sursaut en se disant oh j'étais en train de m'endormir quoi. Et en fait bah cette situation est arrivée plusieurs fois pendant la course, la majorité du temps en descente de col parce que en descente de col on arrête de pédaler donc on est moins actif, et je me suis quand même fait pas mal de frayeurs, et après il y a quand même eu à 3 fois la troisième fois un peu moins, mais il y a eu 2 fois où j'ai fini dans le bas-côté de la route, mais ça c'était sur du plat. Bah la première fois je finis dans un champ, un espèce un fossé champ d'ortie quoi. Donc là ben, clairement à 2 heures du matin ça te réveille bien. Surtout quand tu repars juste après pour te dire allez faut pas que j'y pense, tu vérifies quand même si t'as tout et au bout d'1 kilomètre tu te rends compte que t'as oublié tes lunettes parce que évidemment les lunettes de soleil tu les avais posées sur le casque mais là dans la nuit t'y as pas réfléchi donc demi-tour, obligé d'aller fouiller pendant un quart d'heure dans les champs d'ortie pour retrouver tes lunettes. Sinon voilà je pense que effectivement c'est quelque chose sur lequel j'ai pas encore trop de très bons conseils à donner. Je pense qu'il faut s'habituer à rouler la nuit. C'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille, que je continue à travailler. Voilà, là pour donner un ordre d'idée, du coup, au final, je mets 6 jours et 7 heures, et on a compté que j'avais dormi je sais plus, c'est une douzaine ou une quinzaine d'heures, mais donc ça fait environ 2 heures par nuit, et c'est quand même assez court. Des hallucinations, ouais, j'en ai eu beaucoup.
Il y avait un moment où même la journée j'en avais, parce qu'au début c'était surtout la nuit, et il y a un moment où c'était même la journée où les arbres, j'avais l'impression que c'était des espèces de monstres dans Shrek qui me faisaient coucou, qui discutaient avec moi. J'en ai eu des plus dangereux en descente de col, où j'avais l'impression que c'était un câble de chargeur d'iPhone ou de Mac qui fouettait un peu comme un serpent qui fouettait sur la route, et à un moment il a failli me fouetter, donc je fais un écart. Et là, je me dis, putain, je suis quand même à 60 km/h dans une descente de nuit, et je fais des écarts comme ça, c'est quand même limite, quoi. Donc, ouais, il faut que je travaille dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de secret, mais je pense qu'on bossera dessus avec le coach. Et sur le sommeil, tu as toujours dormi dans des bases de vie, ou est-ce que tu as improvisé une sieste sous un abribus, sous un endroit qui était, on va dire, propice? Comment tu as géré justement ces temps de récupération? Ouais, ça, je suis vraiment pas du tout dans la team confort. En fait, avec un ami, Thibaut, on faisait il y a quelques années, vu qu'on voyageait un petit peu partout et qu'on était étudiant, on n'avait pas beaucoup de sous, donc on pouvait pas prendre des Airbnb ou des hôtels. On faisait ce qu'on a appelé des Airbnb buissons. Donc c'est comme des Airbnb mais dans des buissons. On prend nos sacs de couchage, on se faufile à l'intérieur de buissons ou de haies, et parfois c'est en plein centre-ville et tout, et au moins ça nous fait notre nuit. On est au chaud, on est un petit peu isolé, et donc du coup on avait cette habitude là de voyager comme ça, et là du coup ça se prêtait bien à l'ultra. Donc non, j'avais mon sac de couchage, et je me mettais vraiment n'importe où, ça c'est pas du tout un problème. Abribus, je suis un bon fan. Sinon, ouais, je suis pas un énorme fan de dormir en pleine nature complète. J'aime bien être on va dire, un peu en périphérie de ville, parce que je trouve ça peut-être un petit peu plus rassurant. Parfois en pleine montagne, tu sais pas trop s'il y a des insectes ou des trucs comme ça. La première fois où du coup on a fait un Airbnb avec Constance, elle était ravie parce qu'elle s'est réveillée le matin avec des tics. Moi, ça m'était jamais arrivé, donc bon, elle était super motivée pour continuer à faire des Airbnb après. Mais voilà, du coup, j'ai un petit peu ça en tête, donc je préfère être sur des on va dire, des endroits un peu périurbains, quoi. Et sur la cohabitation, Guillaume, entre les cyclistes, donc là, longue distance, et les automobilistes, est-ce que tu as vécu peut-être des frayeurs, parce que on en voit toutes les semaines, hein, des cyclistes culbutés par des véhicules. Là, vous êtes certes avec une balise, on peut vous traquer, mais avec quand même cette autonomie, et c'est un peu chacun pour soi sur le parcours. Donc comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu justement quelques petits accrochages ou quelques frôlements intempestifs de certains véhicules? Je dirais rien d'inhabituel en France, par rapport à quand je roule sur les routes en France. Tous les jours, en fonction des régions, en fonction des endroits, il y a des personnes qui frôlent. En région parisienne, ça peut arriver plusieurs fois par sortie. Ça arrive minimum. Enfin, moi personnellement, ça m'arrive quand je roulais en région parisienne, ça m'arrivait minimum une fois par sortie, qui est quelqu'un qui roule beaucoup trop près. Donc ça, c'est vraiment un gigantesque combat, je pense, qu'il faudra mener dans les 10-20 années à venir, si jamais on pousse encore plus le vélo. Et à contrario, depuis qu'on s'entraîne en Espagne, on voit que les automobilistes sont incroyablement bienveillants, et on a beaucoup de retours d'autres personnes aussi comme ça, de Français qui viennent rouler en Espagne et qui voient que c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit, quoi. Et quand on traversait la frontière au Portugal, on voyait que c'était moins le cas. Donc on se dit que c'est vraiment une spécificité. Alors est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'ils ont eu des campagnes de sensibilisation? Est-ce que c'est quelque chose sur leur permis de conduire? J'ai pas encore la réponse, mais en tout cas je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser en France. Donc voilà, j'ai eu de la chance, non, et j'ai pas eu rien d'inhabituel, on va dire. Mais du coup, malheureusement dans l'habituel, oui, il y a des voitures qui frôlent, quoi. Et sur le côté équipement, alimentation, comment tu gérais justement ton quotidien? Alors, Constance était présente sur quelques ravitaillements, mais il y a peut-être des endroits où il n'y a pas forcément de ravito, et il faut peut-être aller frapper à la porte d'une épicerie, d'une boulangerie. Quels étaient tes repas préférés? Ou est-ce que tu avais déjà tout avec toi sur le vélo? Ouais, alors Constance a été là, mais voilà, c'est les règles de l'ultra, on n'a pas le droit à avoir de l'aide extérieure. Donc même si elle était là, on discutait, mais j'avais pas le droit à un traitement particulier par rapport aux autres concurrents. Et sinon, la majorité, alors j'avais
deux trucs, c'est que avec Constance, on est tous les deux véganes. Du coup, on est un petit peu limité sur les possibilités actuelles. Du coup, je tourne énormément au Cliff Bar. Les Cliff Bar de un peu tous les goûts. Elles sont toutes bonnes, je trouve. Et au gel aussi. Même si je sais qu'en ultra, il y a assez peu finalement qui l'utilisent parce que c'est davantage les lipides qui sont préférés plutôt que les glucides. Mais moi, je trouve que c'est un équilibre qui me va assez bien en tout cas. Et du coup, voilà, je tourne majoritairement au sucre. J'ai pas eu trop de problèmes à continuer sur le sucre. Alors après, bien sûr, il y avait des moments où je voulais du salé. Et donc là, en fait, ce que je faisais, c'est en journée ou le soir, j'appelais les restaurants à l'avance. Quand je voyais, par exemple, que je commençais à avoir faim, je me disais, je vais avoir faim, donc je prévois 1 heure de marge. 1 heure, c'est environ 25 kilomètres. Donc du coup, je vais chercher sur Google Maps quelque chose à 25 kilomètres, chercher soit des pizzerias, soit des kebabs ou des trucs comme ça. Alors kebab, du coup, c'était frites quand ils faisaient pas de falafel. Pizzeria, les appeler à l'avance, leur demander à ce que ce soit prêt pour dans 1 heure ou même 40 minutes. C'est pas grave si c'est un petit peu plus froid. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir maximiser au final minimiser le temps perdu. Et donc là, on arrive, on mange la pizza. Je chronométrais pour me rendre compte de combien de temps ça prenait, et je sais que en moins de 14 minutes en général je finissais la pizza ou le kebab, etc. Et comme ça, hop, c'était reparti, plutôt que d'attendre peut-être 14 minutes aussi d'attente. Et donc on se rend compte que c'est un repas de c'était quoi. Donc voilà, c'était majoritairement c'était ça quoi, de la Cliff Bar, du gel et des pizzas et des frites. Je réfléchis, mais je pense que ouais, ça a majoritairement été ça. Sur le vélo, tu as emmené combien de kilos avec toi? Est-ce que tu l'as pesé, ou est-ce que là, comme vos aventures en bikepacking, il n'y a pas de poids? Ouais, je l'avais pesé, mais j'ai plus le chiffre en tête là. Donc je pourrais pas te dire. Le seul truc, c'est que en fait, j'ai un maillot de vélo où en fait, j'ai pas les 3 poches habituelles. C'est 2, on va dire, entrées de poches sur les côtés. Et en fait, la poche, elle fait quasiment tout le dos. Et donc, au ravitaillement, ce que j'avais fait au troisième, au troisième point de contrôle, donc à Doussard, au kilomètre 1100, j'avais fourré tout ce qui me restait en termes de barres. Donc, ça me remplissait quasiment tout le dos. Alors, ça pendait un petit peu, ça pendait même carrément à l'arrière. Mais au moins, ça m'a permis d'éviter quand même pas mal de jours, pas mal de pauses, même si c'était un petit peu plus lourd. Et au final, je prenais, je mangeais, plus pratique. C'était, au moins, j'étais sûr de ce que je mangeais. Faut pas trop se poser de questions, parce que sinon, c'est vrai qu'on se lasse de ce qu'on mange. Mais voilà, je pense que c'est un peu une des qualités qu'il faut avoir, c'est mettre son cerveau sur off, parce que si on met son cerveau sur off, on est capable de se dire c'est dur, on est capable de se dire peut-être je m'ennuie, possible. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de manger la même chose. Là, la nuit, elle va pas être confortable. Enfin voilà, c'est pas que du positif, on va dire, sur l'instant T en tout cas, mais sur le long terme, c'est incroyable. À quoi on pense pour occuper le temps, justement? On a de la musique, on met des excellents podcasts dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le vélo? Ou est-ce qu'on profite tout simplement du paysage sans se poser plus de questions? Ouais, il y en a qui mettent des podcasts. Il y a, comme tu dis, il y a des personnes qui font des super podcasts. Donc du coup, c'est vrai que ça aide. Il y a de la musique. Alors, moi, j'ai pas d'écouteurs parce que je trouve ça un petit peu dangereux. Je crois que il me semble que c'est interdit, mais je sais pas trop, vu que du coup je me pose pas trop la question. Mais parfois, en fait, au début, c'était quand je m'endormais, je mettais la musique. Maintenant, je sais qu'il faut que je la mette un petit peu avant, parce que sinon, je suis déjà en train d'entrer dans la phase d'endormissement. Donc, maintenant, je sais j'arrive à savoir quand c'est une phase de pré-endormissement. Et donc, c'est à ce moment-là où où je vais commencer à mettre de la musique. Et là, ça peut être de tout en termes de musique. Parfois, je peux du coup mettre la musique pendant quasi 30 heures d'affilée, et parfois pas du tout, parce que je le sens pas. J'essaye de faire du coup à l'économie d'énergie, parce que la batterie, forcément, il faut les charger, etc. Donc j'ai des grosses batteries externes, et j'essaye du coup, dès que je sens que je suis pas fatigué, j'arrête la musique.
Et comme ça, ben aussi, j'essaye de penser à autre chose. Il y a le classement qui aide par moment. Voilà, t'essayes de te motiver. Et sinon, ouais, je sais pas si. Et il y avait le groupe aussi qui avait été créé pour t'encourager sur les 2600. Ça, où il y avait amis et famille. On était tous réunis sur un groupe WhatsApp, ce qui lui permettait de recevoir des messages de motivation, mais également que les autres personnes lui fassent un peu partager leur quotidien, qu'ils se disent pas, voilà, moi je suis vraiment dans un truc seul au monde et il y a rien qui tourne autour. Non, comme ça, les gens, je sais pas, moi, avaient un dîner en famille, ils vous envoyaient une photo du repas, ils étaient en soirée avec les collègues, etc. Donc ça lui a permis, je pense, de lui faire aussi un bon soutien moral. Ça avait complètement changé je pense ma course et c'est ce que je retiendrai de plus fort, quoi, le support et le soutien de mes amis, de mes proches, de ma famille sur ce groupe WhatsApp. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que du coup je partageais la course avec eux et exactement comme le dit Constance, quoi, ça me permettait de m'évader peut-être en me disant tiens, si j'étais avec eux, je serais en train de faire ça. Puis j'avais des copains du Vercors, j'avais des copains du boulot à Paris, j'avais de la famille, enfin voilà, il y avait un peu tout le monde qui rajoutait son grain de sel et qui du coup me faisait vivre un petit peu parce que pendant qu'on fait cette course, le temps il s'arrête un peu, hein. Du coup voilà, on se projette avec eux. J'avais des copains qui à 4 heures du matin t'envoient des vidéos en soirée et toi du coup tu te projettes dessus. De temps en temps aussi quand je sentais que je fatiguais, j'appelais un peu Constance. Elle me faisait un peu ma manageuse de sommeil en me disant voilà, là t'es complètement en PLS. Je pense que parfois elle devait même pas comprendre ce que je disais. Et donc du coup elle dit non, alors là tu t'arrêtes, tu prends minimum 20 minutes et tu repars. Et voilà, du coup on faisait un petit peu ça, mais je pense que c'est propre à chacun. Et par contre, j'en ai discuté avec une amie, Ludivine Blanc, qui est préparatrice mentale, qui va faire aussi la Desertus Bicus cette année et qui, elle, pour le coup, a toujours pas de vélo alors qu'on est à 10 semaines de la course d'ultra. Donc elle, super intéressant aussi, ceux qui veulent se lancer dedans à la suivre. Et qui m'avait dit, voilà, en identifiant, en préparation mentale, le point numéro 1 qu'il faut que tu prépares, c'est ça. C'est te dire à quoi est-ce que tu vas penser dans les moments où tu t'ennuies. Donc voilà, j'y avais déjà un peu pensé. Et ne serait-ce que ça, c'était déjà un point de réflexion. Donc je me disais à quoi est-ce qu'il faudrait que je réfléchisse, et déjà ça, j'étais en train de réfléchir. Donc voilà, j'ai pas eu de réponse à la fin. Je sais pas forcément à quoi réfléchir, mais voilà. Ouais, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler aussi. Avant de se projeter sur l'arrivée et ce franchissement de la ligne d'arrivée avec peut-être ta célébration, 2 questions. Comment tu gères après de nombreuses heures sur le vélo le fait d'être assis sur la selle? Parce que moi, 50-60 km, déjà, j'en peux plus. Est-ce que c'est la répétition? Est-ce que, comme les pieds, tu t'étais tanné au niveau donc du postérieur? Est-ce que c'est une problématique également pour endurer justement des nombreuses heures sur la selle? Ouais, en ultra, ça l'est souvent. Tu vois, pour la petite anecdote, je fais une dédicace à du coup mon rival pendant quelques jours, Régis Courteil, qui lui a fini avec je pense 3 couches de papier bulle sur sa selle. Donc c'est vraiment tu vois, il y a vraiment des solutions de secours qui sont extra. Et du coup voilà, j'avais bien identifié. Je me disais qu'il fallait que j'investisse dans une selle. Donc il y a des selles spéciales. Moi j'ai une selle ISM. Et en fait, donc c'est celle où à l'avant il y a 2 pointes plutôt que d'avoir une seule pointe, on va dire, et qui permet de te reposer. Alors j'ai pas les termes spécifiques en anatomie, mais qui sont vraiment du coup beaucoup plus confortables. Et aussi j'avais testé plusieurs cuissards. J'ai acheté des cuissards haut de gamme. Finalement, il y avait rien qui m'allait mieux que le cuissard Van Rysel Decathlon. Qui coûte 60 € et qui est trouvable dans tous les décathlons, et il m'allait super bien. J'avais jamais eu de problème de frottement, j'avais pas de problème de fesses. Bon, le seul point, c'est que pour la selle, en gros, je l'avais acheté sur Le Bon Coin, on l'avait reçu, et au final, je crois que je l'avais perdu quelque part dans mon appartement, on l'a jamais retrouvé. Donc on avait racheté une autre. Et il me semble que je l'avais jamais essayé avant la Race Cross France. Donc j'étais parti avec sans l'avoir essayé, ce qui est une erreur mais immense. Et je pense que ouais, il y a certaines personnes qui se retourneront en entendant ça. Et j'avais du coup mon ancienne selle où ça allait, mais c'était quand même pas super agréable.
je l'avais du coup mise à un checkpoint, au checkpoint du kilomètre 1100 en me disant si vraiment ça va pas, t'as 1000 bornes à faire et après tu changes et tu mets l'autre. Mais voilà, j'avais pris un risque et au final, elle va très bien, donc super content. Alors, dernière question, est-ce que tu préfères gravir les cols ou parcourir la Beauce aux abords de Chambord avec le vent de face? Qu'est-ce que tu as préféré? Ouais, je pense en paysage probablement gravir les cols parce que voilà, c'est quand même le plus sympa. Et au final, même si j'aimais pas du tout faire gravir des cols, c'est quand même quelque chose qui me plaît de plus en plus. Quand je me suis mis à l'Ambraman, vraiment le vélo, je détestais ça quoi. Le Frenchman, le vélo, je détestais ça. Et donc du coup, je m'étais dit, il faut que je m'entraîne au vélo. Et c'est comme ça aussi que, c'est vrai, maintenant que j'y pense, c'est comme ça aussi que je me suis lancé sur l'ultra. Et le plus je m'y suis mis, le plus j'ai vu en fait les possibilités de voyage. La première fois, je suis descendu du Vercors pour aller voir mes grands-parents à Noël qui étaient à côté de Toulon. J'ai fait du coup le Vercors-Toulon, donc 330 km. Et là, je me suis dit, waouh, t'arrives à voir tout un pays en faisant du vélo et une diversité de paysages sur une seule journée, mais c'est incroyable. Et là, ça a changé ma vision du vélo. Et pareil, l'école ont changé petit à petit. Maintenant, c'est vraiment du bonheur. Et donc, j'adore l'école. J'aime aussi beaucoup voir des paysages comme la Beauce, que ce soit vent de face. Alors vent de face, c'est quand même dur. Hein. Mais moi, c'est pour ça que je sors pas trop le vélo en fait, parce qu'il y a toujours un vent de face. Tu pars avec et tu reviens avec. Donc, mais par Chambord, c'est quand même sympa. Il y a le château, on peut faire une petite pause. Donc, voilà. J'avais vu une photo sur votre compte Instagram justement. Ouais, non, il faut que les paysages soient différents en fait. Je pense que c'est ça qui aide. Mais en tout cas, en vélo, on se rend vraiment compte de beaucoup plus profondément, je pense, qu'en voiture, d'un paysage, et on se l'imprègne beaucoup mieux quand on a traversé la Bourgogne. Et ben voilà, je l'avais déjà vu plein de fois la Bourgogne, mais là je l'ai vraiment vu différemment. Pareil pour les longs de la Loire. Enfin voilà, je trouve qu'on s'imprègne beaucoup mieux d'un paysage, mais aussi de la culture locale, de la population, de la géographie, de la topographie des lieux. Bien mieux en vélo en tout cas. Alors, quand la ligne d'arrivée se profile au Touquet, qu'est-ce qu'on ressent? Constance, une satisfaction, un soulagement, il est arrivé à bon port déjà. Et Guillaume, alors quel est le ressenti? C'est déjà fini ou c'est bon? Là, j'ai mis ça de côté et je le referai plus jamais. Ouais, la fin était horrible. La fin était vraiment horrible parce que j'avais plus de batterie sur rien. Il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui m'a filé la lampe arrière du vélo de son fils pour que je sois au moins en sécurité, même si j'avais pas du coup de lampe avant parce que j'avais plus de batterie. Et puis à 2 heures du matin, tu peux pas aller recharger tes batteries externes ou ton GPS, etc. Donc j'avais plus de batterie sur les lumières, j'avais plus de batterie sur le GPS, j'avais plus de batterie sur le téléphone pour prévenir Constance. Enfin, je lui avais dit que j'avais plus de batterie, mais voilà. Et donc en fait, je fais les 50 derniers kilomètres sans trop savoir par où aller. En suivant les panneaux à droite à gauche, et puis vu qu'il fait noir, parfois je rate des panneaux, et puis je suis épuisé parce que ça fait quand même 2 jours qu'on se bat avec Régis, mais que là il est quand même 10 km derrière moi. Ça veut dire 10 km, si je prends une demi-heure de pause, il me bouffe, et que là je suis en train de jouer une place sur le top 10, et sauf que du coup avec Régis, on fait tous les deux on fait 5 km et ensuite on s'endort sur le vélo, donc on dort 5-10 minutes et ensuite on repart, mais on est improductif au possible. Et là vraiment sur la dernière nuit, je me suis vraiment honnêtement senti torturé avec une privation de sommeil quoi. J'avais vraiment l'impression d'être comme un prisonnier de guerre qu'on va priver de sommeil, et je sentais tout mon corps qui avait un peu des spasmes qui comme au moment où on essaye de se tenir éveillé, c'était ça, mais pendant des heures et des heures. Donc là c'était vraiment douloureux, et je me suis dit au pire je laisse tomber, tant pis, Régis me passe devant. Mais en fait je me suis dit je peux pas faire ça parce qu'il y a Constance qui m'attend, et il est peut-être 1h ou 2h du matin, et elle m'attend, et donc là si je lui donne pas de nouvelles, je vais pas la faire attendre jusqu'à 7h du matin quoi. Je vais pas faire dormir 4 heures et ensuite finir la fin tranquillement normalement on va dire. Et donc du coup je me forçais et c'était vraiment insoutenable. J'arrive sur une place au Touquet, et évidemment vu que j'ai plus de batterie sur rien, je sais pas où est la ligne d'arrivée. Donc du coup j'arrive sur une place, je me dis là il y a un casino, je pense que je suis arrivé. Je vais voir une première personne, non en fait c'était une hallucination.
une deuxième, non. Et en fait, toute la place c'était que des hallucinations. Il y avait personne sur la place. J'arrête une voiture de police qui passait par là, je pense pour patrouiller, parce que à mon avis, je pense qu'il y a des belles vidéos qui devaient bien se marrer au commissariat en regardant un mec se balader de poubelle en poubelle en poteau électrique en demandant le chemin. Et du coup, c'est la voiture de police qui dit oui, vous inquiétez pas, on est au courant, et qui m'emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, voilà, il y a la célébration sur le compte Instagram, mais voilà, soulagement, et puis juste j'en pouvais plus, quoi. Je voulais vraiment que ça s'arrête parce que j'avais l'impression d'être torturé, quoi. Ouais, c'était vraiment difficile. Alors après une bonne nuit de sommeil, on se sent comment? Prêt à repartir ou c'est quelque chose qui a été fait et que tu ne referas plus? Non, si, hein, c'est ce que du coup on a discuté avec Constance. Hein, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire après. C'est là qu'est venue l'idée du triple Ironman du coup à travers la France. Et après d'autres objectifs. Hein. Il y a l'ultra de la Desertus Bicus, donc à travers l'Espagne, qui va arriver en avril. Et ensuite, on s'est inscrit aussi à la Pan Celtic Race, qui est du coup une course. Alors, je voulais absolument une course où j'avais vu qu'il y avait une course où en fait on utilise des ferries. Et donc, je voulais absolument prendre un ferry parce que je trouve ça trop marrant de faire une course où il y a des ferries en jeu, parce que du coup, ça met un côté stratégique, quoi. Et donc là, on commence au Pays de Galles, on prend un premier ferry au bout de 20 km, donc je pense qu'on va rouler en tous ensemble, et donc là, ça va être une super ambiance. Et ensuite, on arrive sur la côte est de l'Irlande, on traverse l'Irlande au sud, direction Cork, et là, on fait toute la côte ouest, vraiment longeant. Il y a une route qui longe toute la côte, et là ça va être magnifique. Et ensuite on arrive par Dublin, on prend le ferry de Dublin pour revenir au Pays de Galles, et là il y a je crois 100 km de, on va dire, sprint final après le ferry. Et donc là en fait je pense qu'il va y avoir un gros côté stratégique de choper le bon ferry à ce moment-là, et c'est une course de 2600 km, donc c'est à peu près comme la Race Across France. Et du coup non, complètement satisfait, et j'ai envie de revivre ça, j'ai envie de revoir des paysages incroyables comme ça. Et Constance aussi c'est aussi inscrite à la Pan Celtic, en s'inscrivant sur la 1000, je crois que c'est 1100, 1200, 1250 aussi. 1250 aussi. Ouais. Voilà, donc non, c'est quand on voit les possibilités de voyage, ce que ça nous permet d'apprendre sur nous, ce que ça apporte, franchement, c'est voilà. Et moi, la Race Across France cette année, elle m'a vraiment permis de me prendre conscience, de me dire des trucs que je me disais, enfin, je voyais que dans des articles de journaux, dans des magazines, où ça me paraissait impossible. Et je me dis aujourd'hui, en fait, je peux faire partie de ces personnes-là, et du coup, ça c'est vraiment, je pense, le point le plus important, c'est que même mes rêves, je me dis aujourd'hui, je peux aller les poursuivre, et finalement, il faut pas qu'un rêve ça reste juste un rêve. Tu peux aller le chasser et essayer de te battre pour y arriver. Et si jamais tu mets les efforts, si jamais tu fais ton petit rétro-planning en te faisant les étapes qu'il faut, et fonce, et ça va le faire, quoi. Donc vas-y, bats-toi pour. Et aujourd'hui, c'est un truc que vraiment j'applique au quotidien, quoi. Ouais. Et ces aventures-là vous renforcent. Vous êtes immergé à 100% dedans, même si vous avez vos activités professionnelles respectives. Mais le fait d'être à deux, est-ce que ça vous a justement bonifié? Parce que est-ce que seul, vous seriez allé aussi loin sans le soutien et l'accompagnement de l'autre? Non, en tout cas sur la Race Across France, voilà, il y avait, avec Constance, on parlait énormément par message, et puis voilà, au moment de sommeil, on discutait quand même pas mal stratégie ensemble. Donc non, c'est sûr, c'est un énorme atout, quoi, hein, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Et je pense que sur la Desertus Bicus, je serais peut-être un petit peu devant elle. Donc voilà, si on va peut-être préparer notre route ensemble, et si jamais il y a des routes sur lesquelles il faut pas passer, etc., je pense qu'elle pourra compter sur moi. Donc non, je pense que, en tout cas, voilà, elle, pour sa préparation, j'essaie aussi de l'aider aussi. Donc je pense que c'est un gros point pour tous les deux, ouais, c'est sûr. Et de repartir au Japon, là où tout a commencé, en vélo, est-ce que vous l'avez peut-être en tête, ou pour des vacances par exemple, là, en limitant vraiment votre impact carbone, est-ce que c'est envisageable? Alors, il faudrait qu'on fasse un bon tour du monde, parce que du coup, on ferait tout en vélo et quelques fois en ferry. Ça peut être une bonne idée. C'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé, mais au vu pour l'instant de la transition énergétique, du développement durable et de notre problème d'éthique par rapport à l'empreinte carbone, c'est pas d'actualité. En tout cas, pas par avion. Ouais, pour le coup. On avait fait
parce que ma prise de conscience est venue à ce moment-là, un tout petit peu avant le Japon, pendant le Japon. Enfin, ça a mûri progressivement. Du coup, j'avais fait le retour du Japon en transsibérien. Du coup, depuis Vladivostok jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et là, c'est vrai que on traverse la Russie en vélo ou l'Asie centrale, etc. Soit, mais là, pour l'avoir fait, je nous verrais mal mettre le vélo dans le train, dans le transsibérien, parce que c'était déjà assez le boxon juste avec un sac à dos. Alors avec le vélo, je pense que c'est peut-être à exclure. On serait plutôt partant sur l'idée d'y aller à vélo à 100%, quoi. Bon, moi, je vous remercie pour ce long échange très frais, ce qui change un petit peu des standards habituels, hein. Là, on est sur vraiment des disciplines qui sont en dehors de toute mesure acceptable, avec ces défis au long cours que vous menez entre le Vercors et Valence. Donc, merci Constance et merci Guillaume d'avoir pris un temps pour échanger avec moi sur le podcast. Sur quel réseau on peut vous retrouver et les aventures avec cette consonante un petit peu japonaise, hein, Kokogi Challenge. Donc, on retrouve le côté Japon dans votre compte Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut vous retrouver ? Je vous laisse les reformuler. Alors, principalement Instagram, c'est le site sur lequel on est le plus actif. On a également une page Facebook qu'on va commencer à retravailler et à beaucoup plus peaufiner. Et incessamment sous peu devrait sortir un site internet où on crée des articles un peu sur nos différents voyages, mais également sur des posts un peu plus techniques tels que de l'équipement, de l'alimentaire, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui va se peaufiner là sur le fil du temps, mais en tout cas c'est le réseau principal où on poste et en tout cas on essaie de se tenir informé et de tenir informé notre communauté, c'est sur Instagram. Et sur le compte Instagram, on a aussi mis un lien Linktree, donc avec tous nos articles, nos podcasts sur lesquels on est apparu pour que les personnes aussi puissent peut-être en découvrir plus. Et un tout dernier truc, c'est qu'on est en train de voir, alors à confirmer, mais on aimerait bien pouvoir lancer un compte Twitch et du coup en duo YouTube pour pouvoir partager donc les vidéos à ceux qui auraient pas Twitch mais pas forcément en live du coup, où là on a envie de faire des mini-séries avec des personnes qui se lancent sur l'ultra, sur comment les accompagner, et idéalement après de pouvoir à terme, parce qu'on a rencontré un gars sur Twitch super qui lui stream in real life, donc c'est son métier. Voilà, c'est son métier, il fait que ça, et donc il stream toute la journée sur le vélo en parcourant l'Europe, en parcourant le Canada, et donc c'est peut-être à terme, pourquoi pas, mais en tout cas aujourd'hui voilà de continuer à confédérer un petit peu cette communauté qui aujourd'hui est présente mais a du mal à s'unir et à se trouver. Donc, elle est un petit peu à droite à gauche sur des groupes Facebook. Mais je pense que voilà, c'est top si on peut créer une communauté comme ça autour de l'ultracyclisme, autour des défis d'ultra-endurance, parce qu'il y a beaucoup de personnes passionnées et il y a beaucoup de personnes qui ont à partager et qui veulent apprendre, et d'autres qui recherchent justement de l'information. Donc, merci à toi, Sébastien, pour permettre du coup justement à ça et ces opportunités de se développer, quoi. C'est vraiment top, quoi. Un immense merci. Eh bien, merci à vous. Et puis peut-être que des invités viendront vous rejoindre donc sur ces épreuves d'ultra distance, parce que si je pense à Lucas Papi qui est un ultra coureur, peut-être vous mettre en relation pour que vous puissiez, notamment au niveau du sommeil, en apprendre un petit peu plus, et des auditeurs qui viendront peut-être rejoindre cette communauté si vous êtes adepte de l'ultra distance. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ouais, et puis un dernier message, c'est que vraiment nous on adore pouvoir partager, on adore pouvoir rencontrer des personnes et faire part de notre expérience. Donc si des personnes ont des questions, même s'ils se disent ah non ça c'est trop ridicule, foncez, posez-nous la question, n'hésitez pas, et on répondra systématiquement. Enfin moi c'est comme ça que je suis venu à l'ultra. Constance est en train de faire cette transition aussi. Donc foncez, quoi, vraiment à 100%, quoi. Bon, merci à vous, en tout cas tous les deux. Bonne fin de séjour dans les montagnes avant de basculer sur l'Espagne dans quelques semaines. Et puis pour les auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Merci Sébastien, bonne écoute.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.